Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir tout le monde. Alors, je présente pour ceux qui ne connaissent pas notre projet Live 1929 qui est à 19h29 pour vous, professionnels de santé. Cette chaîne est que pour les professionnels de santé, médecins, coach sportif, naturopathe, diététicienne, chiropracteur, ostéopathe, etc., etc. Aujourd'hui, notre sujet est autour de les priorités de la prise en charge en nutrition fonctionnelle. C'est un sujet que je peux passer une journée en train de parler. Mais comment vous expliquer? Je voudrais vous montrer que notre objectif quand on travaille la nutrition fonctionnelle, c'est de apporter à notre client ou à notre patient une solution à partir d'un diagnostic nutritionnel qui, dans un premier temps, on va faire une hypothèse de diagnostic, mais fonder cette hypothèse sur des éléments très, très concrets. Donc, j'ai mis, regardez ici, qu'est-ce que je vais vous présenter. C'est très important de savoir quelles sont les priorités d'une prise en charge. Pas qu'en nutrition fonctionnelle. Quelles sont les priorités de prise en charge à partir du moment que vous avez un client ou un patient qui a pris le temps de vous appeler, de prendre un rendez-vous chez vous. Comment vous allez gérer la prise en charge de ce client ou de ce patient? Alors, la perspective fondamentale de notre travail est la nutrition fonctionnelle. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous voyez, avant que je parle de ça, vous voyez ici la base de la nutrition fonctionnelle qui est la matrice de la nutrition fonctionnelle. Et pourquoi, vous allez me dire, pourquoi elle parle à chaque fois de ça? Parce que c'est à partir, si vous ne savez pas travailler la matrice, vous n'allez pas avoir les résultats escomptés, les résultats que vous attendez. Parce que ça peut paraître simple, mais ce n'est pas simple, c'est complexe. Et l'objectif, c'est de savoir représenter le client ou le patient dans cette matrice. Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour avoir une organisation, je parle mais de mes pensées. Mais il faut quand même savoir qu'il faut avoir des pensées. Parce qu'il y a des personnes qui vont commencer à travailler. Je pense à un dentiste, je pense à un coach sportif. Les dentistes, ils ouvrent la bouche de la personne et tout de suite, il va chercher la carie, il va chercher la problématique parodontale. Le coach sportif, il va tout de suite chercher quel est le meilleur exercice. Le coach nutritionnel, quelle est la meilleure assiette. Il va vouloir donner un menu. Et ce n'est pas ça. Parce que au travers de cette notion que je suis en train de vous expliquer, du dentiste, du coach sportif, ou même d'un médecin qui va tout de suite prescrire un médicament, vous n'apportez pas la solution. Vous apportez quelque chose de temporaire et peut-être même pas temporaire. Ça veut dire, quelle est la problématique profonde de ce client? Pourquoi il est devant vous? S'il est devant vous, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou il y a quelque chose au pluriel. Donc, cette perspective, c'est de effectivement savoir représenter cette personne dans cette matrice. N'importe si vous êtes médecin, pharmacien clinique, diététicien clinique, thérapeute, n'importe. Vous aurez besoin de toute façon de la matrice. Donc, c'est pour organiser vos pensées. Mais comme je vous avais dit, il faut avoir une pensée. Et cette pensée, elle est fondée sur la biochimie.
sur la biologie, sur la chimie, sur la physiologie. Comprendre la physiologie, vous allez comprendre la pathologie et vice-versa. Donc, on ne peut pas intervenir chez quelqu'un en termes d'aider cette personne psychique ou même physiologiquement parlant si vous ne connaissez pas comment fonctionne le corps sur le point de vue physique, spirituel, mental et émotionnel, n'est-ce pas? Et donc, cette organisation de la pensée, pourquoi? Parce que l'objectif, c'est pas de traiter des signes et des symptômes. On prend un exemple. Mon patient a une artérosclérose, quelque part, ok? Donc, une artérosclérose, ça veut dire qu'il peut-être il est déjà traité, mais quelle est la cause de cette artérosclérose, de cet athérome, de cette plaque d'athérome? Pourquoi cet athérome se formait dans, et là on parle du transport, dans tout ce qui est le tuyau cardiovasculaire, les vaisseaux en général, inclut la lymphe. Qu'est-ce qui se passait? HDL bas, HDL bas, HDL trop haut, HDL optimal, LDL petite et dense. LDL petite et dense, c'est hyperoxydable. Et quand je parle de tout ça, HDL, LDL, vous pensez que je suis en train de parler de transport? Oui, mais je suis aussi en train de parler de, pas des antécédents, pas de déclencheur, mais de médiateur. Médiateur, c'est la communication cellulaire qui va s'exprimer en termes de bilan sanguin, par exemple. Une homocystéine haute, tout ça peut expliquer une artérosclérose. Conditions inflammatoires, le patient présente déjà une arthrite, une CRP haute, tout ça impacte le cholestérol. Il faut connaître les débuts de l'histoire. C'est ça le fondamental. Et vous commencez à poser beaucoup de questions, mais vous ne savez pas par où commence l'histoire du client. Comme ça, vous allez comprendre les causes. Est-ce que c'est facile? Non. Si c'était facile, je ne serais pas là en train de vous expliquer ça tout le temps, de façon différente. N'est-ce pas? Une autre chose, il faut oublier la maladie. Donc, mon patient va arriver avec plusieurs étiquettes. Il a la maladie de Hashimoto, il a la maladie de cœliaque, il a une maladie cardiovasculaire, il a une maladie, je ne sais pas laquelle. Vous allez oublier tout ça, vous allez prendre les signes et symptômes, vous allez mettre ce signe et symptôme dans la matrice, vous allez commencer par ce qu'on appelle le modifiable. Sommeil, c'est pas facile. Sommeil, j'imagine, parce que quand je vois mes élèves qui sont en train d'arriver, ils imaginent que sommeil, c'est dire aux gens, vous allez dormir plus tôt. C'est pas des conseils qu'on trouve sur Internet, parce que à chaque élément que je vous montre, sommeil, attendez, sommeil, activité physique, nutrition, hydratation, stress, etc., il y a une explication scientifique. Quelle est l'explication scientifique pour qu'une personne doit avoir la différence du taux de mélatonine plus haut que le cortisol? Quel est le rapport? C'est ça qu'il faut expliquer. Parce que dire à la personne qu'il faut dormir tôt, ça ne sert à rien. Il faut une explication de causes et de conséquences qui soit claire et scientifique. C'est pour ça que ce n'est pas facile. Alors, normalement, qu'est-ce qui se passe quand le patient arrive avec un problème de thyroïde, une hypothyroïdie, une hyperthyroïdie, une maladie d'Hashimoto, un problème cardiovasculaire, une arthrite rhumatoïde? Vous commencez déjà à traiter le final du processus et non le début. C'est pas parce que la personne a un diabète contrôlé que vous n'allez pas comprendre pourquoi elle a ça. Parce qu'en comprenant ça, vous allez arriver à cette racine du problème que je montre à chaque fois.
Et il faut aussi savoir que tous ces nœuds et tous ces modifiables ont un regard de dessus qui est la mentalité de notre client, l'émotion de notre client et les propos qu'on appelle spirituels de notre client. Mais celui-là qui a un nœud que je fais comme ça n'explique pas tout. Il y a une tendance de quand on ne sait pas donner la priorité de la prise en charge, c'est de dire au patient, vous êtes comme ça parce que vous êtes stressé. Non, non. Il y a un déséquilibre dans notre corps qui n'est pas expliqué que pour les stress. Les stress peuvent empirer, mais ce n'est pas la cause. Et vous insistez sur cette, formule, on va dire, ah, vous êtes stressé, donc vous avez ce signe symptôme. Pas pourquoi les gens font ça, parce qu'ils ne savent pas expliquer les pourquoi et les comment. Donc, arrêtez de traiter les signes et symptômes et allez effectivement aux fondamentaux. Voyons les fondamentaux, les priorités de la prise en charge. Quand vous allez voir un patient, vous allez faire la timeline de ce patient. Il y a 2 éléments en nutrition fonctionnelle qui, sans ces 2 éléments, vous ne pouvez pas faire. Si vous êtes déjà avancé en nutrition, vous allez faire la ligne du temps avec le patient. Mais vous pouvez prendre beaucoup d'informations et faire cette ligne du temps après. Parce que la ligne du temps, ce n'est pas de noter tous les événements qui ont existé dans la vie du patient. Et on dit de faire ça dans la première consultation, mais vous pouvez revenir au fur et à mesure que vous allez connaître plus ce patient. Il y a un point, par exemple, qui a été dit et que vous voulez parler un petit peu plus de ça une autre fois. Mais la première fois, on ne peut pas tout faire. Déjà, on ne donne jamais un diagnostic à la première consultation. N'importe quelle est votre profession. Vous ne connaissez pas, vous ne savez pas, vous n'avez pas fait ces 2 éléments que je suis en train de vous expliquer, qui est la ligne du temps et qui est cette matrice de la nutrition fonctionnelle. Donc, vous allez remarquer qu'il y en a plusieurs nœuds qui sont 2 nœuds qui vont se parler. Et c'est ça la grande difficulté. C'est de comment on va comprendre cette conversation entre tous ces nœuds. Et on commence normalement le premier nœud, une fois qu'on a fait antécédent, déclencheur et médiateur, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, et qu'on a regardé, on a analysé quels sont le modifiable de ce client, qui n'est pas notre sujet non plus. Notre sujet est les priorités de la prise en charge. Elles sont faites à partir de la ligne du temps et à partir de la compréhension de cette matrice. La durée de ma première consultation, n'importe, cette question je vais la répondre, mais alors, ça, ce n'est pas du tout le plus important. Le plus important, c'est que vous allez apprendre à adapter votre profession avec la nutrition fonctionnelle. Donc, dans mon cas, c'est 1 heure et je ne dépasse jamais 1 heure. OK? Pourquoi? Parce que vous fatiguez votre patient, vous fatiguez votre client, vous fatiguez vous-même. Il n'y a pas de sens de rester avec une personne 2 heures. Si vous restez, c'est parce que vous n'avez pas une objectivité, vous ne savez pas quoi faire avec la personne. Vous ne pouvez pas passer plus qu'1 heure avec un être humain devant vous en train de l'écouter avec attention. Ça va devenir complètement monotone, chiant et le client va se fatiguer. Il ne va plus donner de la valeur à je peux dire, entretien, consultation, comme vous voulez. OK? Et la durée des consultations suivantes, pareil, maximum 1 heure, mais ça peut durer 20 minutes aussi. Je ne suis pas préoccupée avec le temps. Je suis préoccupée avec qu'est-ce que je vais apporter
à mon client ou à mon patient à ce moment-là. Chaque consultation doit être inoubliable. Chaque consultation doit être un moment spécial pour le client ou pour le patient. Et il ne faut pas dépasser, et j'ai déjà expliqué pourquoi. OK. Après, le premier nœud qu'on va se préoccuper, qui c'est le nœud qui s'appelle assimilation, mais que j'ai mis là, on va se préoccuper avec la santé gastro-intestinale. Et je vais m'attendre aujourd'hui à un point de cette santé gastro-intestinale dans la conception de priorité de la prise en charge. Donc, dans ce nœud assimilation, il va être complexe parce que vous savez bien que c'est, on peut mettre là-dedans et qu'on met fréquemment, c'est la santé gastro-intestinale. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par ça, Elisa? Je vous ai dit de ne pas s'attacher à la maladie. Si le patient a maladie cœliaque, si le patient a SIBO, si le patient a un syndrome du côlon irritable, si le patient a diarrhée, si le patient a constipation, si le patient a gaz, si le patient a ballonnement, et alors, je vais travailler ce patient pour arriver au maximum de sa vitalité positive en santé gastro-intestinale. Je ne m'occupe pas de la maladie gastro-intestinale. Évidemment qu'à partir de mon traitement, il n'y aura plus cette maladie. Mais ma préoccupation, ce n'est pas la maladie. La préoccupation de maladie appartient aux médecins non fonctionnels. Ils donnent des médicaments, ils cherchent pourquoi, ils font des diagnostics de la maladie, ils mettent l'étiquette sur la maladie. Vous avez maladie cœliaque. OK. Ça, ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est de travailler la santé gastro-intestinale. Il faut que vous compreniez ça. D'accord? Et dans cette vision de santé, c'est une priorité, la santé gastro-intestinale, évidemment, parce que c'est par là que je vais assimiler, que je vais absorber, que je vais commencer mon processus de guérison, mon processus d'amélioration en tant qu'être humain. Vous ne pouvez pas commencer par les hormones, parce que les hormones sont une conséquence de votre assimilation, une conséquence de votre capacité d'absorption. Est-ce que vous comprenez ça? C'est hyper important cette notion. Et dans ce nœud assimilation, qui est là, assimilation, j'aurai comme priorité de la prise en charge la digestion buccale, la digestion gastrique, la digestion biliaire, la digestion pancréatique et la digestion intestinale. Et ce que je vois, que je constate, c'est que vous travaillez tout à l'envers. Vous commencez déjà à dire, est-ce qu'il faut que je donne la glutamine? Est-ce qu'il faut que je donne je ne sais pas quoi? Est-ce qu'il faut que je donne la plante telle? Et c'est pour ça que vous n'allez jamais arriver. Non. Et, ah non, mais je suis coach sportif, encore pire. Vous commencez déjà à proposer une perte de poids qui va jamais se faire peut-être, parce que votre client ou votre patient est insulino-résistant, parce que votre client a une maladie, par exemple au niveau de l'assimilation, que vous pouvez faire ce que vous voulez et qu'il ne va pas muscler, parce que la protéine, les acides aminés, la protéine qu'il mange doit être catabolisée, devenir un monomère, qui c'est l'acide aminé, pour revenir un polymère. Les polymères, ils sont complètement spécifiques de chaque espèce. Je mange un œuf, je n'ai pas besoin de l'œuf. J'ai besoin des acides aminés qui sont dans l'œuf, qui seront catabolisés. Mais pour cela, il faut rentrer. Il faut rentrer, sortir de l'intestin grêle et rentrer dans la circulation. Et c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. OK? Donc, si on prend cet exemple de ce nœud assimilation, est-ce que cette personne je vais la prendre en charge a une bonne mastication?
Est-ce qu'elle a une bonne absorption? Est-ce qu'elle a une bonne élimination? Élimination passe par le rein, élimination passe par l'intestin, élimination passe par la peau, élimination passe par le poumon. Vous voyez que ce n'est pas aussi simple comme vous imaginez. Et la voie digestive haute, on commence toujours par la voie digestive haute. La cavité orale, les dents, est-ce qu'elle a des dents pour mastiquer? Est-ce qu'elle a une occlusion qui permette qu'un dent touche la dentition, le maxillaire, touche les dents maxillaires, touche les dents mandibulaires pour qu'elle puisse mâcher. Sinon, ça ne passe pas. Ça sont des gens qui vont trouver de maïs dans leur caca. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mâché. Ils n'ont pas mâché, ils ont besoin d'un broyeur externe. Vous comprenez ça? Donc, je vous montre ici quels sont... Déjà, je vais vous montrer une photo parce qu'on commence par le commencement. Ça, c'est un cas extrême, mais vous oubliez toujours de faire ça. C'est la même personne. Vous voyez que dans cette condition-là, il n'y a pas d'absorption, de bonne absorption. Il n'y a pas de possibilité de mâche. Et donc, il n'y aura pas une possibilité d'absorption. Maintenant, regardez cette personne. C'est un autre mec. Vous voyez bien. Et donc, je voudrais vous montrer qu'est-ce qui va provoquer tout simplement aujourd'hui. On commence notre prise en charge. Qu'est-ce qui va provoquer une mauvaise mastication? Ici, je vous montre un schéma qui va illustrer les structures d'une cellule végétale typique. Là, attendez. Là, on a notre plante. Notre plante, et là, on a les cellules. OK? Dans les cellules, vous allez reconnaître qu'il y aura des chloroplastes, il y aura des mitochondries. Vous savez qu'on a besoin, cette plante, elle va faire la photosynthèse parce qu'elle est un organisme autotrophe. Mais on a aussi cette verre-là, qui est la paroi cellulaire constituée d'un type de liaison glycosidique qui s'appelle bêta. Il y a alpha 1,4 qui est la cellulose et le bêta alpha 1,4 qui c'est le amidon, pardon, excusez-moi, et la cellulose qui est bêta 1,4, liaison glycoside. Et nous, on n'est pas de vache, on n'a pas de cellulase. Et donc, ça va constituer des fibres de cellulose qu'on appelle macrofibrilles, vous voyez là, qui vont constituer des molécules de cellulose et que nous, on ne sait pas faire. Il va falloir mâcher, 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 mâcher. Vous comprenez qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer? Ça sont des fibres qu'on appelle insolubles. OK? Et il va falloir savoir mâcher. En revanche, l'amidon, il est alpha 1,4. Ça va commencer déjà par une bonne mastication parce qu'au travers de cette bonne mastication, j'aurai une bonne, quoi? À partir de la bonne mastication, une bonne salivation. Et dans la salive, on va trouver l'amylase, amylase alpha, qui va détruire l'amidon. Mais on n'a pas cellulase. Il va falloir craquer, mâcher, mâcher, mâcher. Et donc, qu'est-ce qui va? Une mauvaise mastication. Elle va difficulter la digestion de lipides. Est-ce que vous le savez qu'on a la lipase salivaire? Évidemment, la lipase principale, c'est la lipase pancréatique. Mais on a déjà la lipase salivaire qui va informer, communiquer au corps que des lipides sont en train de venir. Et quand je parle de lipides, évidemment, je vais penser à qui? À la bile. Et si je pense à la bile, je pense à la vésicule biliaire. Et si je pense à la vésicule biliaire, je pense aux acides biliaires qui vont devenir sel biliaire, qui est essentiellement, la bile est constituée de plusieurs éléments, n'est-ce pas? Mais un des principaux, c'est
les acides biliaires qui sont produits au niveau de l'hépatocyte, qui vont dans les canicules et qui vont rentrer dans notre canal hépatique et qui vont arriver du canal hépatique au canal cystique et arriver à vésicule biliaire pour être stockés. Donc, je parlais que de digestion de lipides. Donc, si on a une digestion de lipides difficile, on aura un ralentissement de la vidange gastrique. Donc, ça va compliquer au gastrique. Donc, mon estomac sera plein. Et mon estomac plein, c'est pas du tout bien. Parce qu'on peut, à ce moment-là, on aura la libération de l'acide chlorhydrique. Je parle de vidange gastrique, de l'acide chlorhydrique. Et je suis en train de vous expliquer les conséquences d'une mauvaise mastication. Hein? On est en train de parler des priorités de prise en charge, n'est-ce pas? Et c'est pas parce que la personne a tous ses dents qu'elle a une bonne mastication. Hein? Attention. On a effectivement une diminution de la qualité de la digestion des protéines. Et si on a une difficulté, écoutez-moi, vous allez avoir une mauvaise mastication. Donc, les protéines, elles ne seront pas triturées. Donc, elles vont arriver déjà dans l'estomac et on aura quoi? Une mauvaise digestion protéinée. Présence d'acide chlorhydrique, le pepsinogène sera libéré par la présence d'acide chlorhydrique, transformé en pepsine pour attaquer cette protéine. Pour commencer, parce que les protéines qui vont devenir acides aminés plus tard, là, on va couper un peptide, ce n'est pas toutes les protéines. Ce sont les protéines plutôt aromatiques comme tyrosine, phénylalanine, et aussi les protéines branchées. Leucine, isoleucine, valine, c'est là qui va commencer la digestion de ces protéines. Et il y a pas mal d'athlètes qui prennent de protéines branchées et je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, il a une mauvaise mastication. Et donc, il ne mange pas correctement et il prend des compléments, ça ne sert à rien tout ça. OK? Et donc, on aura cette mauvaise digestion de protéines qui à la fin va causer quoi? Des gaz malodorants. Ce gaz malodorant, il vient de quoi? De ma mauvaise mastication. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce protéine est probablement par excès de protéines aussi ou par excès de protéines parce qu'elle n'était pas bien catabolisée, par excès de protéines ou par la mauvaise mastication ou les deux, on aura notre côlon descendant qui va produire cette dysbiose de putréfaction. Parce que plus vous donnez à certaines bactéries de protéines, ils vont faire miam, miam, miam au niveau du côlon et ils vont proliférer, qui va causer cette dysbiose qu'on appelle dysbiose de putréfaction. Et comment je sais que c'est de putréfaction? Parce que les gaz sont très malodorants. Très malodorants. C'est normal d'avoir des gaz malodorants? Non. Vous voyez deux adolescents qui, quand ils rentrent dans une toilette, vous ne pouvez pas respirer. Vous voyez ça avec les seniors. Vous voyez ça avec des personnes de tout âge. Et quand je vois ça, que je rentre dans une toilette, un restaurant, ou même chez moi, hein, et que je dis, mon Dieu, quelle dysbiose! Quelle dysbiose! Et c'est à partir de là que les problèmes graves peuvent s'installer au long de 40 ans, comme un cancer de côlon, si la personne est là un terrain favorable. Risque d'hypersensibilité immunitaire alimentaire, parce que à partir d'une mauvaise digestion, on aura problème au niveau d'entérocytes, n'est-ce pas? Augmentation de la zonuline, ouverture et fermeture de notre contact entre un entérocyte et l'autre qui s'appelle tight junctions, les jonctions serrées qui doivent se fermer et se ouvrir. On aura l'entrée de ça va faire la perméabilité, rentrer des bactéries qui ne devraient pas rentrer, même bactéries gram positives, hein, c'est pas que gram négatif. Donc, on va causer tout ce déséquilibre qui peut éventuellement arriver à
une allergie soit retardée, soit par IgE, soit une maladie auto-immune. Et je commence par la question de mastication. Mauvaise mastication de glucides aussi. Et mauvaise mastication. Donc, on n'aura pas une mauvaise digestion de glucides, du sucre. Pourquoi? On aura un excès de sucre, on aura nos bactéries qui sont au niveau du côlon ascendant qui vont promouvoir la fermentation. Mais si c'était que ça serait génial. Le problème est qu'on peut avoir aussi prolifération fongique. On a des champignons dans notre corps. Le problème, c'est que si on alimente beaucoup, ce sont de type micellaire qui vont se transformer. Candidats, on a tous. Le problème, c'est sous quelle forme. Et aussi, il y a un autre problème bien avant la dysbiose par fermentation au niveau du côlon, c'est qu'on va avoir peut-être associé à tout ça, si on a une hypochloridrie, alors là, c'est la cata. Parce qu'on aura une augmentation bactérienne au niveau du stomac, qui ne va pas être bactéricide, parce que ce qui va tuer les bactéries qui viennent jusqu'à l'estomac c'est l'acide, l'acidité. Et là, on n'aura pas cette acidité, plus de bactéries, et on peut arriver à un duodénum qui est censé avoir très peu de bactéries. Ça, c'est une autre chose que vous mélangez. Et là, on va avoir une pollution bactérienne. On peut même arriver à un SIBO. Vous voyez? Après, il n'y aura pas de broyage de la paroi de cellulose que je viens de vous expliquer. On n'a pas de cellulase. Si vous ne mâchez pas, il y aura plus de fermentation et non absorption des micro et macronutriments. Est-ce que vous avez compris que une des priorités de la prise en charge en nutrition, c'est de dire à la personne de mastiquer. Mais elle ne peut pas mastiquer si elle est dans cette situation de la photo. Elle ne peut pas mastiquer si elle a une mauvaise occlusion. Elle ne peut pas mastiquer si elle fait ça devant la télé avec aucune attention à ce qu'elle mange et en train d'avaler sans mastiquer. Vous ne imaginez pas. Alors, on doit commencer par qui? Par vous-même. Commencez vous-même. Et dans mes explications, normalement, et là, je vais affiner un peu plus les explications. Combien de temps il faut mastiquer? Je ne sais rien. Parce que le temps, combien de fois il faut mâcher? Mais on donne des idées dans la formation même que je vous ai donnée de la thyroïde. Mais on donne des idées de mastication, mais que pour faire un comparatif. Parce que, en vrai, polyphénol, ça fait partie des digestions lipidiques. Donc, la même chose, il n'y aura pas de polyphénol dans digestion lipidique et caroténoïdes. Manque de vitamine A, digestion de lipides. A, D, E, K. Et là, on peut passer la nuit. Donc, quelques actions à faire. Insister sur l'importance de la mastication. Et là, je dis c'est ne pas, j'essaye de donner le maximum d'informations à vous. Mais parfois, c'est compliqué parce que comme on n'a pas un début, un milieu et un fin, et je ne sais pas à qui je parle, c'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Donc, l'importance de la mastication, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais essayer de vous expliquer. C'est ne pas de dire à la personne, c'est important de mastiquer. Non, c'est selon la raison que cette personne est là, vous allez donner cette explication scientifique que je viens de vous expliquer. Elle est venue parce qu'elle pète tout le temps et c'est malodorant. Ça peut arriver, cette question. Donc, vous allez expliquer qu'il faut mastiquer dans ce contexte de la dysbiose de putréfaction. Donc, il faut faire une petite carte mentale, il faut expliquer, convaincre le patient qu'il n'y aura pas le résultat escompté s'il ne fait pas ça. Et donc, quel est l'idéal? Expliquer, attendez, hop,
insister sur l'importance de la mastication. Cette mastication, elle rentre là-haut, dans cette partie modifiable, on est d'accord? Ah, mais elle n'a pas de dents. Bah, il va falloir aller chez le dentiste pour rétablir la dentition. Il n'y a pas une autre solution. Ah, elle n'a pas l'argent, elle va rester comme ça. Donc, il va falloir qu'elle mange comme si elle était à l'hôpital. Il va falloir tout broyer dans un blender pour donner à cette personne. Il faut être pratique avec science. Et l'assimilation a tout un rapport avec cette alimentation, cette hydratation, et la mastication est là-dedans. Vous comprenez le lien là? On ne peut pas absorber si on ne mange pas correctement, si on ne s'hydrate pas et si on ne mastique pas. Expliquer les rôles de la mastication et les conséquences d'une mauvaise mastication. Vous n'allez pas expliquer tout comme je fais. Parce que le patient, le client, il n'est pas biologiste, il n'est pas chimiste. Vous allez expliquer en fonction du pourquoi il est chez vous. Bonne santé des dents plus bonne occlusion est égale à santé buccale. S'il n'y a pas de santé de la dentition ni une bonne occlusion, la personne ne peut pas mastiquer. Hein? Aujourd'hui, notre sujet était autour de cette prise en charge que je vais vous remontrer. Mais je suis allée pas loin. Je suis allée à la digestion buccale. Je pourrais aller à la digestion gastrique. Je n'ai pas parlé de la digestion biliaire. Par exemple, si je parle de la digestion biliaire, que pour faire une complémentation, on pourrait parler de cette vésicule biliaire, de la bile, mais il faut parler aussi de CCK, cholécystokinine, et aussi de sécrétine. Et quand on parle de sécrétine, on parle de bicarbonate. Et quand on parle de bicarbonate, on parle de pancréas. Et quand on parle de CCK, on parle de cellules I qui sont au niveau du duodénum et qui vont envoyer cette hormone CCK pour participer de une chose hyper importante qui est de la synthèse de la bile. Et aussi, il y a deux actions, cholérectique et cholagogue, la sécrétine aussi. Donc, j'espère que vous avez bien compris et je vais vous rencontrer la semaine prochaine avec un autre super sujet de la nutrition fonctionnelle pour vous, professionnels de santé. Vem comigo e a bientôt. Vem comigo